samedis soirs sur RTL se suivent et ne se ressemblent pas. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La semaine dernière, Prince, la semaine prochaine, Chris Isaak. Aujourd'hui, Yes, l'histoire, la saga de Yes. Une fois de plus, je vous invite à nous rejoindre sur notre site internet, rtl.fr. Vous allez à l'émission Saga et vous pourrez nous suivre en regardant l'écran de votre ordinateur, tout en écoutant l'histoire que je vais vous raconter. Vers 2h moins quelques minutes, question qui permettra à une quinzaine d'entre vous de gagner comme Magnification. Bonne soirée, merci d'avoir choisi RTL, merci d'écouter Saga. Au début des années 70, le public découvre le rock progressif avec King Crimson, Genesis et surtout Yes, que sa musique hyper sophistiquée et la voix aérienne de son chanteur Jon Anderson vont porter au sommet des hit parades. Depuis, la carrière de Yes n'a jamais failli. Plusieurs de leurs albums comme Fragile, Close to the Edge ou encore Tales from Topographic Oceans resteront à jamais des classiques, tout comme leur numéro 1 mondial, Owner of a Lonely Heart. Remanié une dizaine de fois, le groupe a été porté à bout de bras par 14 et ont tenu le cap. Jon Anderson, Steve O, Chris Squire et Alan White nous proposent aujourd'hui un nouvel album, Magnification, où sur fond d'orchestration symphonique, ils marient, comme à leur habitude, inspiration, énergie, imagination, musicalité et invention technologique. Bien sûr, vu la longueur de certains des classiques de Yes, vous comprendrez que nous serons obligés de faire des choix et de diffuser parfois des extraits plutôt que des titres dans leur intégralité. C'est une rencontre au bar du club londonien La Classe qui est à l'origine de la création de Yes. Jon Anderson, l'ancien chanteur des Warriors, y fait la connaissance de Chris Squire et de Peter Banks, respectivement bassiste et guitariste du groupe The Sin. En janvier 68, ces trois musiciens forment Toy Shop, qui devient Yes en juin 68, avec les arrivées de Bill Bruford à la batterie et de Tony Kaye à l'orgue. Le 26 novembre 1968, Yes se produit en ouverture du concert d'adieu de Cream à Londres, au Royal Albert Hall. Leur premier album, intitulé tout simplement Yes, paraît en octobre 69, outre les reprises de Every Little Thing des Beatles et I See You des Byrds. Ils proposent 6 titres originaux, parmi lesquels on retrouve leur deuxième 45 tours, Looking Around, une composition de Jon Anderson. Yes, première formule, enregistre un deuxième album, Time and a World, qui sort en novembre 70. Le groupe y est accompagné par un grand orchestre, ce qui donne un résultat surarrangé. À cette époque, lorsqu'on parle de la musique de Yes, on la qualifie de pop progressive et on la compare à ce que font les Nice de Keith Emerson. Après ses 2 premiers albums, Peter Banks s'en va et monte son propre groupe Flash. Il est remplacé par Steve O, un guitariste qui a une formation classique et qui a déjà joué avec The Syndicate, Bodast et Tomorrow. Le Yes Album date de mars 71 et c'est le disque de l'année en Angleterre. Ici, la musique explore de nouveaux territoires. Elle jongle avec le folk, le rock, la pop et parfois le classique. Your Move est un succès aux États-Unis et l'album reste l'un des premiers exemples de ce qu'on appelle le rock symphonique.
C'est alors au tour de Tony Kaye, le clavier, de s'en aller en août pour former Badger. Arrive Rick Wakeman, le virtuose, transfuge des Strobes, ancien élève de la prestigieuse Royal Academy of Music et qui a déjà à son actif des sessions pour T-Rex, Cat Stevens et David Bowie. I've seen all good people turn their heads each day so sad. Avec l'arrivée de Rick Wakeman, Yes est bien en place. Fragile paraît en janvier 72. C'est l'album qui consacre la réussite musicale et commerciale du groupe et qui l'installe confortablement aux États-Unis. Le titre Roundabout se classe numéro 13 dans les parades américains. Pour qualifier la musique de Yes, on parle maintenant de flash rock ou encore de techno rock. Fragile paraît sous une pochette dessinée par Roger Dean, un ancien guitariste des Blues Breakers de John Mayall, reconverti dans la peinture avec beaucoup de réussite. À quelques exceptions près, ces dessins accompagneront toute l'histoire de Yes. Close to the Edge paraît en septembre 72. C'est un album qui ne comporte que 3 longs morceaux. Le titre générique, And You and I, et Siberian Catru. Immédiatement après l'enregistrement du disque, Yes perd son batteur original. Il est remplacé par un musicien de studio très coté, Alan White, qui a joué avec le Plastic Ono Band, Ginger Baker, George Harrison et Joe Cocker, entre autres. Un batteur de rock remplaçant un batteur jazzy. Yes y gagne un son plus dur ainsi qu'un musicien fidèle puisqu'Alan White sera de tous les albums du groupe à compter de cette date. Alan White rejoint Yes 2 jours seulement avant le début de la tournée Close to the Edge. Le groupe donne de nombreux concerts un peu partout dans le monde et en rapporte le triple album live Yes Songs qui sort en mai 73. À son écoute, il est parfois difficile de déterminer le moment exact où la démonstration gratuite prend le pas sur la recherche et l'innovation. Mais il faut dire que le groupe ne cherche pas la facilité puisqu'il refuse de rejouer note pour note les versions studio de ses chansons, préférant laisser la place à l'improvisation avec tous les aléas que cela comporte. Pour les inconditionnels du groupe, ces réserves ne jouent pas et les ventes de Yes Songs sont exceptionnelles. Yes revient en janvier 74 avec le double Tales from Topographic Oceans. C'est un travail expérimental très élaboré qui explore toute une variété de textures musicales, mais qui n'est pas exempt d'une certaine lourdeur. Cela suffit à convaincre Rick Wakeman qu'il est temps de s'en aller. Il préfère se consacrer à une carrière solo qu'il a déjà entamée de belle manière avec The Six Wives of Henry VIII, un album paru en mars 73. Le groupe fait alors appel à Vangelis qui décline l'offre et en août 74, c'est finalement le Suisse Patrick Moraz qui prend la place laissée vacante par Rick Wakeman. Rick Wakeman a décidé de quitter Yes après Tales from Topographic Oceans, l'album de janvier 74. Il est remplacé par l'ancien clavier du groupe Refugee, Patrick Moraz, à qui l'on doit également de nombreuses musiques de films. En tout et pour tout, Patrick Moraz ne joue que sur un seul album de Yes, Relayer, qui paraît en décembre 74 au moment où sort le film Yes Songs. Les musiciens de Yes mettent alors le groupe en sommeil pour se consacrer à divers projets personnels. Au début de l'année 75, il propose à un public impatient Yesterdays, une compilation de 8 titres dont 2 inédits, Dear Father, et la reprise d'une composition de Paul Simon, America.
Yes, en sommeil après la sortie de Relayer, l'année 1975 et la première moitié de 76 sont donc consacrés aux albums solo des musiciens du groupe. Steve O produit Beginnings, Chris Squire, Fish Out of Water, Alan White, Ramshackled, Patrick Moraz, Story of I et John Anderson, Alias of Sun Hilo. Au cours de l'été 76, tout le monde se retrouve pour une imposante tournée américaine où tous les concerts se donnent à guichet fermé. Bien que Yes n'ait pas publié d'album depuis plus d'1 an et demi, ce sont plus de 1 200 000 spectateurs qui se déplacent pour les applaudir. Fin 76, Patrick Moraz s'en va pour se consacrer à sa carrière personnelle avant de rejoindre les Moody Blues. La surprise, c'est que son remplaçant n'est autre que Rick Wakeman, de retour après 3 albums solo. Le nouveau Yes, Going for the One, sort en juillet 77. À cette époque, face à la New Wave qui se développe, leur musique paraît moins innovante. Il n'empêche que l'album est un gros succès commercial. On en retiendra Awaken, une longue pièce d'1 quart d'heure qui montre le groupe à son meilleur niveau, et Wondrous Stories, un titre qui se classe numéro 7 en Angleterre. Je vous retrouve pour la suite de la saga consacrée à Yes dans quelques instants. Une heure. La saga de Yes, la suite. Après le succès de Wondrous Stories et de l'album Going for the One, qui a vu le retour de Rick Wakeman, Yes publie Tomato en septembre 78. C'est un disque spontané et facile où le groupe apparaît avec le même esprit créateur, toujours précieux et sophistiqué. La tournée qui suit offre l'occasion de fêter les 10 ans de Yes et d'innover techniquement avec une scène circulaire au milieu des spectateurs. On croit Yes bien parti pour aborder les années 80 lorsque John Anderson et Rick Wakeman, ce dernier pour la seconde fois, quittent presque simultanément le groupe, l'abandonnant à un avenir plus que incertain. Malgré la défection de 2 de ses piliers, Yes décide de continuer. En août 80, sur l'album Drama, Rick Wakeman et John Anderson sont remplacés par les 2 Buggles, Jeff Downes et Trevor Horn, les créateurs de Video Kill the Radio Star. Drama est plutôt un bon disque, et Trevor Horn, s'il n'a pas la virtuosité de John Anderson, remplit très honorablement son rôle de chanteur. Mais ce n'est plus vraiment Yes. Les 5 musiciens en tirent la conclusion qui s'impose et mettent un terme à l'aventure en décembre 80. Cette décision coïncide avec la sortie de Yes Shows, un double album constitué de magnifiques enregistrements live réalisés entre 76 et 78 avec Rick Wakeman ou Patrick Moraz au clavier. Il est alors accueilli comme un testament, le point final d'une histoire qui aura duré 12 ans. Yes séparé, Trevor Horn va se consacrer à la production et former le label ZTT Records, qui accueillera notamment Frankie Goes to Hollywood. De leur côté, Steve O et Jeff Downes rejoignent John Wetton et Carl Palmer pour monter Asia. Quant à Alan White et Chris Squire, ils décident de continuer à travailler ensemble. Dans un premier temps, ils forment le groupe ZYZ avec Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, mais le projet échoue très vite.
Pour Noël 81, les deux musiciens publient le single Run with the Fox, un exemple de leur travail commun qui restera sans suite. Début 82, Squire et White s'associent au guitariste, producteur et auteur-compositeur sud-africain Trevor Rabin, en même temps qu'il renoue avec Tony Kaye, le tout premier clavier de Yes. Sous le nom de Camera, ils s'attaquent à l'enregistrement d'un album dont ils confient la production à leur ami Trevor Horn. C'est alors que John Anderson entre à nouveau en scène. Depuis son départ de Yes en 1980, John Anderson n'a pas chômé. Il a publié 2 albums solo, Song of Seven et Animation. Il a écrit pour une compagnie de ballet parisienne et a remporté un prix au Festival de San Remo pour sa collaboration avec le poète André Verdet. Mais surtout, il a enregistré 3 albums remarquables avec Vangelis. Short Stories, The Friends of Mr. Caro et Private Collection. Impressionné par le travail de ses amis, John Anderson décide de les rejoindre. Dès lors, avec 4 membres sur 5 ayant appartenu à Yes, le groupe n'a plus de raison de s'appeler Camera. L'album 90125, ainsi titré d'après ses références sur le catalogue de la maison de disques, paraît donc en novembre 83 sous le nom de Yes. Le 21 janvier 84, pour 2 semaines consécutives, le groupe est numéro 1 aux États-Unis avec Honor of a Lonely Heart, une chanson qui marque un changement de cap radical, propulsé par un vidéoclip hors norme. En décembre 85, l'album 901-2 Live, The Solos, est à réserver aux inconditionnels. C'est un disque qui a été enregistré au cours de la tournée mondiale de promotion 901-5 et qui, outre les versions publiques de Hold On et The Changes, s'attarde sur les solos et sur les qualités individuelles de chacun des musiciens. La vidéo 901-2 Live est commercialisée simultanément. En septembre 87, Yes publie Big Generator, un album qui leur vaut une nomination aux Grammy Awards. La tournée qui suit s'achève par le départ de John Anderson. « Je ne m'amuse plus, c'est aussi simple que cela », explique-t-il alors, et d'ajouter de manière prémonitoire, ce qui ne signifie pas que nous ne travaillerons plus jamais ensemble. Décembre 85 avait vu la sortie d'un nouvel album solo de John Anderson, Three Ships. Après son départ de Yes, il publie In the City of Angels avant de s'envoler pour la Grèce où il enregistre Page of Life avec Vangelis, un album qui ne sortira qu'en 1991. Pendant ce temps, Yes continue de tourner avec le chanteur et compositeur Billy Sherwood. Nouveau coup de théâtre fin 88, lorsque John Anderson renoue avec Bill Bruford, Steve O et Rick Wakeman pour ce qu'il faut bien appeler un Yes bis. Dans le cadre de cette saga, nous ne pouvons hélas pas détailler la carrière solo de chacun des membres de Yes. Disons simplement qu'avant de retrouver John Anderson, Bill Bruford a connu une belle réussite avec King Crimson, que Steve O, après Asia, avait formé JTR et que Rick Wakeman, particulièrement prolifique, avait enregistré 15 albums solo durant les seules années 80. En juin 89, les 4 musiciens sont réunis sur l'album Anderson, Bruford, Wakeman O, qui paraît sous une pochette illustrée par Roger Dean. C'est le retour du Yes de l'époque glorieuse 72-73, mais sans le nom qui appartient à Chris Squire. En avril
avril 91, sous l'impulsion de John Anderson, les deux grandes unités composées d'anciens du groupe se retrouvent sous le nom de Yes pour l'album Union. Mais sur le disque, ces deux entités restent encore bien distinctes. Anderson, Bruford et O ont réalisé 6 titres de leur côté. De l'autre, Squire, Kay, White et Rabin en ont enregistré 4, mais c'est Anderson qui les chante. Les 8 musiciens qui ne font que se côtoyer sur le disque sont véritablement réunis lors de la tournée Yes Shows 91. Nos concerts seront un mélange de tout ce que nous avons accompli, déclare John Anderson à la veille de la tournée. Ce sera divertissant et très exaltant, spécialement parce que certains d'entre nous n'ont encore jamais joué ensemble. Les 80 concerts sont un succès, mais le groupe est trop lourd à gérer sous cette forme et Yes disparaît une nouvelle fois. À l'évidence, Yes est désormais autant un concept qu'un groupe, un nom géré par un ensemble de musiciens que l'on active ou que l'on remet en sommeil au gré des occasions ou des besoins. En 93, Symphonic Music of Yes est un projet grandiloquent initié par Steve O, qui présente des versions symphoniques de 10 grands classiques de Yes. Mécontent de ce travail auquel il a pourtant participé, John Anderson attend 1994 pour publier son propre album symphonique Change We Must, où il reprend à sa manière des morceaux de Yes, de John Evangelis et quelques inédits solos. Autre projet tournant autour de Yes, un double Greatest Hits de Rick Wakeman, dont le premier CD, Rick Wakeman Plays Yes, propose 7 versions orchestrales inédites extraites du répertoire du groupe comme Roundabout ou Starship Trooper. Dans le même ordre d'idées, on signalera aussi An Evening of Yes Music Plus, un double CD enregistré en public le 9 septembre 89 par Anderson, Bruford, Wakeman et O, qui nous permet de voyager dans l'univers du grand Yes des années 70. Le 8 mai 93, Chris Squire épouse Melissa Morgan, la comédienne qui incarne l'avocate de la série télévisée Les Feux de l'amour, avant de retourner en studio avec Yes pour l'enregistrement de Talk qui paraît en mars 94. On y retrouve la formation qui avait réalisé Owner of a Lonely Heart en 83, c'est-à-dire Anderson, Rabin, Kay, White et Squire. Après la tournée de promotion de l'album, Trevor Rabin s'en va. Et le groupe connaît une nouvelle éclipse jusqu'au début de l'année 96, lorsque John Anderson, Chris Squire, Steve O, Rick Wakeman et Alan White décident de remonter Yes avec une idée simple, éprouver leur musique à l'aube du XXIe siècle. Pour savoir si, comme on dit, elle tient encore la route. Pour marquer cette reformation, 3 concerts sont organisés à St. Louis Obispo en Californie en mars 96. Le résultat, un groupe au sommet de ses moyens peut s'entendre sur le double CD qui sort à la fin de l'année. Keys to Ascension. On y retrouve les classiques de Yes et on y découvre 2 inédits, That Is et Be the One, la première composition commune d'Anderson et O en presque 20 ans. Les retrouvailles de Yes se révèlent plutôt fructueuses puisque d'autres nouveaux morceaux sont composés. Ils apparaissent en mars 97 sur l'album Keys to Ascension Volume 2, aux côtés d'autres extraits des concerts de l'année écoulée. John Anderson fait alors ce commentaire, ce n'est pas un comeback mais un nouveau pas en avant. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Rick Wakeman a déjà décidé de reprendre sa liberté. Il publiera en 99 son fameux Return to the Center of the Earth. Billy Sherwood, qui travaille régulièrement avec Yes depuis la fin des années 80 comme producteur, chanteur et musicien additionnel, intègre alors le groupe, bientôt suivi par Igor Korochev. Ces 2 musiciens participeront aux 3 albums suivants, Open Your Eyes en 97, The Leader en 99 et le double House of Yes Live from House of Blues en l'an 2000. La tournée Masterworks, entamée en juin 2000, est interrompue en septembre après une affaire de tentative d'abus sexuel sur une groupie. Une nouvelle tournée, baptisée Yes Symphonic, débute aux États-Unis en juin 2001. Elle arrive en Europe à l'automne au moment où paraît le nouvel album de Yes, Magnification, enregistré par les 4 irréductibles, John Anderson, Steve O, Chris Squire et Alan White. Depuis Time and a Word en 70, c'est le premier album de Yes où tous les titres sont soulignés
par des orchestrations symphoniques, un travail que l'on doit au compositeur de musique de film Larry Groupé. A signaler enfin la sortie d'un livre de David Watkinson, Perpetual Change, qui retrace l'histoire de Yes, alors qu'un coffret reprenant presque toute sa discographie du groupe est envisagé et devrait paraître encore cette année chez Rhino. Donc la fin de la saga consacrée à Yes. Voici maintenant la partie concours de l'émission. Il y a 15 albums Magnification à gagner. Vous pouvez jouer de deux manières, soit par Internet, soit par courrier. Par Internet, vous allez sur le site officiel de RTL, rtl.fr, et vous cliquez à l'émission Saga. Si vous jouez par courrier, vous envoyez une carte postale, uniquement des cartes postales, pas d'enveloppe s'il vous plaît, à l'adresse suivante, RTL Saga Concours Yes, 22 rue Bayard, 75 008 Paris. La question est la suivante. Quel est le nom du groupe dont faisait partie Rick Wakeman avant de rejoindre Yes en août 1971? Quel est le nom du groupe dont faisait partie Rick Wakeman avant de rejoindre Yes en août 1971? Vous connaissez la réponse, allez-y, dépêchez-vous. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour une autre saga à partir de minuit, samedi soir toujours, avec l'histoire de Chris Isaac. En quelques instants, les Nocturnes, Jean-François Johan, jusqu'à 3h du matin. Bonne fin de nuit en sa compagnie. Il est 2h. Bonsoir Georges, à bientôt, bonsoir à tous.